Salut à tous, ça fait un bail. Je suis Jérémy Nabet et vous êtes sur le point d'entendre des entrepreneurs, des investisseurs et des experts de l'immobilier qui vont vous partager leur passion. Ça fait un bail, c'est le podcast pour mieux comprendre le marché immobilier, que vous soyez déjà expert ou que vous cherchiez de l'inspiration pour enfin vous lancer. Ce sont les premiers épisodes d'une longue série, alors abonnez-vous pour ne pas louper les prochains et surtout, parlez-en autour de vous pour nous aider à grandir. Salut Julien. Salut Jérémy. Alors pour ceux qui avaient déjà écouté l'épisode avec Julien Calamotte, on le retrouve aujourd'hui. Je suis très très content parce que déjà d'une part avec Julien ça va assez vite, il y a beaucoup de nouveaux projets donc on peut l'avoir une fois par an et on a des choses à se dire. C'est l'occasion cette semaine du coup de faire un point sur les marchands de biens, l'achat-revente parce que je crois que c'est un peu les principaux projets que tu fais en ce moment. Ouais, tout à fait. Et voilà, du coup, au cas où certains n'aient pas écouté le premier, tu peux te représenter rapidement, nous parler 2 minutes de ton parcours, de ce que tu as fait avant. Oui, avec grand plaisir. Donc je suis ravi également qu'on refasse un épisode ensemble sur un sujet qui est toujours lié à l'immobilier, mais qui est un peu différent, parce qu'on va parler d'achat-revente. Donc moi, j'ai 36 ans, pour ceux qui n'avaient pas écouté le précédent épisode. 36 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants, j'habite à Toulouse, donc on travaille principalement l'immobilier en région toulousaine. J'ai un parcours un peu atypique, mais pour résumer de manière assez rapide, j'ai fait mes études à Montréal au Canada en sciences politiques, donc rien à voir avec l'immobilier. J'ai toujours été à la fois entrepreneur, à la fois salarié, toujours dans le monde du digital et de l'e-commerce. Donc encore une fois, rien à voir ni avec les études ni avec l'immobilier. Voilà, j'ai démarré de l'investissement immobilier alors par une résidence principale en 2008, donc j'avais 23 ans. Les 2 premiers investissements en LMNP à 25 ans, donc 2010-2011. Et ensuite, pas mal de choses, d'achat de bureaux, etc., de locaux d'activité. Pas mal de business lancés, échoués, réussis, revendus, la vie d'un entrepreneur. Et à côté de ça, voilà, un peu de salariat aussi pour pérenniser des fois la relation bancaire, qui m'a repoussé en 2018 à investir massivement dans l'immobilier. Et aujourd'hui, voilà, avec une vingtaine d'appartements et plusieurs millions d'euros de patrimoine brut. On laissera le secret sur le net. Mais voilà, ça fait la transition aussi sur l'achat-revente, parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel je me concentre de plus en plus, qui permet de rester connecté au marché de l'immobilier, sans forcément continuer à faire grossir son propre patrimoine en matière d'immobilier. Évidemment, ça le fait grossir sur d'autres sujets comme patrimoine financier, et ce qui me permet aussi de diversifier et de m'éclater sur d'autres sujets. Ok, très bien. Alors quand on fait de l'achat-revente, on est, alors si on en fait plusieurs, on est forcément marchand de biens, c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler de ce statut, de cette activité, pour rendre ça un petit peu plus clair? Alors oui, si effectivement c'est un caractère habituel, c'est un marchand de biens, tu peux faire de l'achat-revente de manière très ponctuelle, comme ça, à titre personnel, mais si ça devient trop habituel et si vraiment l'intention à l'achat était de revendre, tu peux vite te faire requalifier juridiquement en tant que marchand de biens. Il y a pas mal de jurisprudence qui existe sur le sujet. Maintenant, si tu fais un projet d'achat-revente de manière très isolée et que tu en fais voilà, un tous les 2 ans, il y a très peu de chances que tu te fasses retoquer sur le sujet. Après, il y a toujours un risque. Voilà. Et si tu veux être marchand de biens, du coup, évidemment, il faut un statut professionnel. Donc là-dessus, c'est là où tu vas devoir créer vraiment une société, donc du type SARL, SAS ou une SASU si tu es tout seul actionnaire. Ce que je ne conseille pas forcément d'ailleurs, c'est toujours bien aussi, on en parlait juste à l'instant, mais ce qui est toujours bien de partager aussi la charge avec une autre personne et de ne pas être toujours tout seul dans ses projets, même si le capital peut être voilà, on va dire ventilé différemment, quoi. Ok, sur le choix de ce statut du coup de la société, qu'est-ce qui influence l'un ou l'autre? Alors ça c'est mon avis, mais je pense qu'il est quand même partagé par la plupart des entrepreneurs, c'est que la SAS est beaucoup plus flexible en fait en termes de capital. C'est vraiment des actions qu'on achète, qu'on revend. Il n'y a pas de capital minimum. Enfin, d'ailleurs, il n'y a quasiment plus aucun capital minimum dans les sociétés, mais comme avant. Mais voilà, c'est vraiment un levier qui est très très flexible. Pareil, si on veut faire rentrer des investisseurs plutôt passifs, plutôt actifs, on veut rattacher ça à des holdings et autres. C'est simple. D'ailleurs, une holding peut aussi se gère souvent facilement avec une SAS. Ok, donc si je m'intéresse à l'achat-revente, en gros,
ce que tu me dis, c'est que si je veux en faire un de temps en temps, j'entends tous les 2-3 ans, je peux le faire sans société, en nom propre. T'achètes en tant que résidence principale, en tant que locatif. Hein, comment tu présentes ça à la banque si vraiment tu t'es pas professionnel de l'activité? Alors, la plupart des particuliers qui font de l'achat-revente, ils le font souvent par opportunité. Ok. Je mets de côté la résidence principale parce qu'au final, finalement, c'est pas vraiment de l'achat-revente parce qu'on y vit quand même un petit peu dedans, c'est quand même d'autres contraintes. Puis je n'apporte pas ça comme vraiment du marchand de biens professionnel. Donc si on met de côté ça, on peut par exemple avoir acheté un appartement à un prix très très bon pour y faire du locatif et puis se rendre compte qu'en fait le marché, le temps qu'on achète, etc., a pris 10, 15, 20% et qu'il est serait intéressant de le revendre finalement juste en faisant un peu de travaux et prendre une plus-value maintenant plutôt que finalement d'aller chercher une rentabilité qui va nous amener l'équivalent de cette plus-value sur 10 ans. Et au moins finalement on réagit plus court terme. Alors on construit pas le patrimoine et on bénéficie pas forcément de l'effet de levier à long terme et de l'enrichissement latent. Mais par contre, on peut quand même dégager vite une somme. Moi, c'est ce que j'ai fait en 2019. Mais alors, c'était sur une SCI à l'IS, mais c'est un peu pareil, parce que c'est un appart que j'avais acheté pour faire du locatif. Et il se trouve que sur cette SCI à l'IS, sur laquelle j'avais eu principalement des bureaux avant, j'avais beaucoup de déficits reportables comptablement. Donc finalement, ça pouvait me permettre de faire du cash sans payer d'impôts pour compenser ce déficit. Et j'ai acheté un studio en centre-ville de Toulouse. Et au final, c'est un studio que j'ai payé 69 000 euros. J'ai dû y faire 6 000 euros de travaux. Donc, plus les frais de notaire, on était à peu près à 80 000 euros le projet. Donc, c'était plutôt très bien acheté. Le travaux aussi, on avait plutôt optimisé le truc. C'est quelque chose qu'on a revendu 99 000 euros net vendeur 4 mois après. Donc, finalement, en 4 mois, tu fais voilà, 18 cas de plus-value. C'est une petite OP à 22% de marge. Mais ça reste 18K fait en 4 mois très facilement. Voilà. Et c'est ça aussi qui m'a un petit peu donné le goût d'aller professionnaliser une activité de marchand de biens. Ok, oui, c'est vrai que sur un projet comme ça, si on compare au locatif, sur un petit studio, si on arrive à sortir du cash flow, on en sort vraiment quelques centaines d'euros et encore. Ouais, tu vas sortir 100 euros maximum par mois. Donc avant de faire les 18 ou 19 000 euros, il va te falloir 15 ans. Il va te falloir 15 ans, Ouais, exactement. c'est ça. Donc le choix, il peut se comprendre. Donc ce que tu es en train, du coup là, t'es sur une SCI à l'IS, donc t'es censé payer une plus-value professionnelle que tu as réussi à gommer avec un déficit précédent. Voilà. C'est ça. Voilà, c'est pour ça qu'on l'a fait aussi, parce que Ok. finalement, si tu le fais ça à titre perso, tu vas te retrouver à payer donc des plus-values immobilières. Et là, tu seras plutôt à 36,2% au global. Donc finalement, sur tes 18 000 euros, il te reste moins de 12 000 euros. Donc finalement, la marge, c'est pas du tout la même. Tu enlèves quand même plus d'un tiers du truc. Ouais. En revanche, du coup, les bureaux qui sont encore sur la SCI, Non, on les a vendus. vous les avez vendus Ouais. aussi. Donc Ouais. d'accord. Vous aviez une coquille vide avec du déficit entre guillemets. Exactement. Okay. Coquille vide avec une déficit. On avait quelques appartements dessus, mais voilà, qui généraient pas forcément. L'avantage de la SCI à l'IS, c'est qu'avec l'amortissement, etc., ça dégageait quand même pas mal de déficits sur les premières années. Donc on avait ça et on l'a utilisé à fond, quoi. Ok, très bien. Donc là, je comprends assez bien. Est-ce que alors, si on parle un tout petit peu de la RP avant de vraiment parler de l'activité de marchand de biens, pour l'audience pour les plus jeunes de l'audience qui n'ont pas encore acheté la résidence principale, est-ce qu'il y a un intérêt de se dire bah voilà, je sais pas, je suis logé à titre gratuit ou je suis chez mes parents ou je loue hein, finalement à côté, j'achète en résidence principale, je revends et ma première opération du coup, je paye du coup pas de plus-value. Ça me permet d'avoir un petit pécule de départ pour faire de l'investissement par la suite. Qu'est-ce que tu penses d'une méthode comme celle-ci? Ça peut être, je pense, un bon levier pour générer du cash, vraiment, on va dire un apport pour des projets futurs ou autres. Je pense que c'est un levier intéressant à utiliser quand on est jeune. Ça permet de coupler finalement. Alors, soit on peut habiter dedans, d'ailleurs. On peut aussi habiter dedans, faire les travaux. Mais c'est quand même contraignant. Enfin, pour avoir déjà fait des travaux sur une maison, la première maison qu'on avait achetée en vivant dedans, des extensions, etc. C'est quand même assez compliqué à gérer, surtout quand il y a des enfants au milieu. Mais bon, admettons qu'on n'ait pas d'enfants, ça reste un peu chiant de dormir dans la poussière, etc.
Donc, mais si on est logé effectivement chez ses parents, voilà, qu'on est encore dans les études, ou qu'on est jeune actif mais logé chez les parents, ça peut avoir du sens. C'est finalement, ce qui a du sens, c'est qu'on n'a pas de plus-value en face, quoi, à payer. On n'a pas d'impôt sur la plus-value en face à payer. Et donc, on récupère, moi, si on fait 100 000 euros de plus-value, je fais un compte rond, ce qui est quand même assez rare sur une première OP. Ouais. Mais si on fait 100 000 euros, évitant l'impôt sur la plus-value, c'est quand même 36 200 euros. C'est pas rien, quoi. Et c'est vrai que j'ai souvent cette question et ce débat avec des amis qui est de dire alors moi j'ai 27 ans, il y en a plein qui commencent à acheter ou à se demander est-ce que je dois louer, est-ce que je dois acheter, est-ce que je dois faire commencer par faire du locatif, etc. Et ma réponse ça a souvent été si tu veux vivre parce que je vis à Paris et bon c'est des personnes qui vivent souvent soit à Paris soit en banlieue avec des prix d'achat supérieurs à 6 ou 7 000 euros du mètre. Donc dans ces conditions-là, j'ai tendance à vraiment pousser pour du locatif. Achète pour faire du locatif et loue ton appartement à Paris, ça sera plus intéressant. En revanche, c'est vrai que si quand j'ai réalisé que du coup tu pouvais peut-être faire en première opération l'achat d'un appart, le retaper, le revendre et du coup partir avec un petit pécule de 50 000 euros pour ton premier, soit pour ta résidence principale, soit pour ton futur bien locatif. Je trouvais ça intéressant. Tu vois. Je me suis dit, j'aurais peut-être dû le faire. C'est intéressant. Après, il faut le faire, mais de manière très isolée. Ouais. Tu peux pas le faire de manière répétitive. Quoi. Alors, en dehors de la requalification de marchand, c'est par rapport aussi aux partenaires bancaires. Oui, aussi. Parce que quand il va voir qu'il t'a prêté sur 25 ans et que tu revends au bout d'un an, alors ok, il va y avoir des indemnités qui sont capées à 6 mois d'intérêt, etc. Mais lui, il a pas fait ça pour ça. Lui, il gagne sa vie sur le long terme, mais il gagne pas sa vie sur la première année d'un prêt de 25 ans. Donc du coup, une fois, ça va aller, ça va être explicable. 2 fois, ça peut aller aussi s'il y a eu d'autres projets qui sont plus pérennisants côté. Mais s'il y a que ça, il va vite vous ouvrir la porte vers la sortie, quoi. Ouais, donc on comprend en effet les limites. Il y a aussi une limite un petit peu de logique. Aller acheter si tu dis à ton banquier que tu achètes un 150 mètres carrés à Angoulême, alors que ton travail il est à Paris, etc., il va se douter qu'il y a un problème, quoi. Donc je pense qu'il y a aussi cette limite-là. Il faut que ça soit logique dans votre parcours de vie, un minimum, ou comment vous puissiez pouvoir l'expliquer, quoi. Ouais, non, clairement, c'est le sujet. Et puis il y a un autre sujet, mais on en parlera tout à l'heure dans les particularités du marchand de biens, c'est les frais de notaire. Ouais. Qui sont pas les mêmes quand on est marchand de biens ou quand on est particulier. Donc on pourra le détailler tout à l'heure, mais ça aussi. Bah écoute, allons-y. Ouais. C'est quoi justement les avantages pour quelqu'un qui a vraiment le statut de marchand de biens, alors, en plus de pouvoir en faire plus souvent, sans jouer avec la loi ou les limites de la loi, je sais qu'il y a plusieurs avantages et quels sont ces avantages? Alors, déjà, pour commencer, un marchand de biens, on va qualifier ce que c'est un marchand de biens. Ouais. Je pense que c'est important que tout le monde le sache parce que c'est vrai que on peut tout mettre et n'importe quoi là-dedans. Des gens qui confondent ça avec marchand de sommeil aussi, ça n'a rien à voir, quoi. Donc, un marchand de sommeil, qu'on soit clair, c'est quelqu'un qui achète un appart et qui loue des logements non décents ou insalubres. Hein, voilà. Ça, il n'y a pas de statut pour ça. Il n'y a pas de statut, il y a juste des punitions. Et par contre, un marchand de biens, du coup, lui, son métier, c'est de racheter pour revendre. Donc, il y a toujours cette intention de revendre. Et il y a plusieurs typologies de marchands de biens. Donc, ça peut être du rachat d'immeubles et revendre en bloc ou revendre en division. Et ça peut être aussi de l'achat de fonds de commerce. Ça, c'est pas forcément connu du marchand de biens, mais on peut racheter des fonds de commerce et revendre des fonds de commerce si on veut spéculer dessus. On peut aussi acheter des terrains, faire de la division du coup foncière, être finalement lotisseur sur le sujet. Et on peut aussi acheter et revendre des parts de sociétés immobilières comme des SCI. Ok. Donc voilà, avec pareil une fiscalité qui est plus avantageuse. Et nous, on va se focaliser aujourd'hui sur ce que je maîtrise moi. Et c'est plutôt l'achat et la revente d'immeubles. Donc soit en bloc, ça peut être d'ailleurs, quand on dit immeuble, hein, c'est quelque chose, c'est un bien immeuble, donc un bien immobilier. Ça peut être un immeuble avec plusieurs lots, mais ça peut être aussi un immeuble avec un seul lot. Ça peut être un appartement, ça peut être voilà, ou une maison même. Ça reste un immeuble. Et on va se focaliser sur ça et avec de la division foncière. Voilà. Ça, c'est la première chose. Qu'est-ce qu'un marchand de biens? Après, les avantages du marchand de biens. Alors, son engagement à lui, déjà, en face des avantages, c'est qu'il doit s'engager à revendre
dans les 5 ans, ok, ou dans les 2 ans s'il y a une revente en lot à la découpe. Okay, donc il y a cette notion aussi qui est importante parce que souvent les gens pensent on doit revendre dans les 5 ans, mais non, on doit revendre dans les 2 ans si on fait de la revente à la découpe. Ok. Okay, où il y a des locataires à l'intérieur, etc. Il y a quand même assez complexe à gérer aussi des projets où il y a des locataires à l'intérieur. Il y a beaucoup de lois qui protègent les locataires en France, et particulièrement quand il y a ces opérations d'achat et de revente à la découpe. Parce que quand il y a une création de copropriété comme ça, avec de la revente par lot, ça donne beaucoup d'avantages au locataire qui est dedans, et on peut pas le sortir comme ça très facilement. Donc ça, c'est à savoir aussi, parce qu'on peut vite, avec l'engagement de revente à 2 ans, on peut vite se retrouver avec des locataires qu'on peut pas sortir avant 5 ans, ou 6 ans même des fois, et enfin quasiment, et du coup on est obligé de revendre avec. Et revendre avec un locataire, c'est toujours moins rentable que revendre un bien vide, hein, parce que finalement on vend une renta qui est déjà écrite. Et pour un investisseur, quand on revend à des propriétaires bailleurs, c'est quand même plus compliqué d'acheter quelque chose avec un locataire. Tu sais à combien on estime la baisse justement entre un bien qui serait loué et un bien qui serait non occupé? C'est une bonne question. En fait, c'est hyper variable avec le montant du loyer que tu as en face. Si le locataire est là depuis 15 ans, tu peux être sûr que ton opération, elle va être compliquée sur ce lot-là en tout cas, parce qu'il a souvent un loyer qui est peut-être des fois moitié moins cher que ce qui pourrait être loué actuellement. Donc finalement, la rentabilité potentielle d'investisseur, elle est divisée par 2. Alors le prix sera pas divisé par 2 parce que tu as toujours une valeur intrinsèque du bien en dehors de la rentabilité, mais tu vas peut-être franchement faire du moins 20 sur le prix. Ok, Voilà. quand même. Et moins 20, grosso modo, c'est quasiment la marge d'un marchand bien, donc en moyenne, donc entre 20 et 30. Donc il y a cet engagement de revente sur lequel il faut être quand même très vigilant. Ensuite, évidemment, tu es professionnel de l'immobilier, donc tu garantis tout. Tu dois garantir une décennale sur à peu près tout ce que tu fais, tout ce que tu touches, garantie des vices cachés, etc. Garantie des vices apparents également si tu fais de la vente en état futur d'achèvement ou de la vente à rénover, hein, Donc en état de futur achèvement, c'est que tu vends tu vends sur plan. Tu vends sur plan, exactement. Tu vends sur Ok. plan. Mais tu peux aussi faire de la vente à rénover. C'est de la vire, donc c'est le i, je sais plus, Ok. mais grosso modo. Et là, par contre, ça veut dire que toi, tu vas vendre un package, mais tu vas signer le compromis avant que le bien soit rénové. Ok. Parce que finalement, tu peux, toi, faire les rénovations et puis mettre les biens en vente avec des belles photos une fois que c'est fini. Mais si tu veux anticiper ton opération, tu peux aussi vendre avec cet état de rénovation à venir. Et là, tu as aussi garant des vices apparents, puisque finalement, toi, tu as vendu quand même quelque chose avec des promesses, des matériaux et autres. Donc, attention à ça aussi. Ça, c'est les engagements du marchand de biens. Donc ouais, il y a beaucoup de. Je trouve que ça c'est assez modulable en fait. Il y a plein de manières Ouais. de faire cette activité. Moi, j'imaginais un peu bêtement qu'en fait t'achetais, tu retapais, tu divisais et après tu revendais lot par lot. Mais peut-être c'est finalement plus intéressant d'essayer de vendre avant d'avoir fait ces. Parce que du coup, en fait, tu te retrouves à avoir un crédit et quelques jours après, si tu t'es bien débrouillé, tu peux avoir déjà vendu quoi. Tout à fait. Ok. Ouais. Tu peux faire de la vente en cascade comme ça Ouais. très facilement. Je vous parlerai du dernier projet qu'on a débouclé là. C'était le cas. On n'a pas fait les rénovations sur les lots. Et donc en face des engagements de ces marchands, il y a quand même des avantages. Le principal avantage, c'est qu'il y a des frais de notaire qui sont réduits, puisque en s'engageant à revendre dans les 2 ans ou donc dans les 5 ans, grosso modo, on économise, pour vulgariser, on économise à peu près 5%. Ok, sur les 7, 8. Ouais, sur les 8 à peu près. Donc ça te revient entre 2 et 3, grosso modo, sur une OP, dépendamment des montants de l'OP. C'est pas rien. Parce que, Intéressant. tu vois, je dis finalement, sur 1 million d'euros, c'est quand même 50 000 euros. Donc c'est pas rien. Et 100 000, bon, c'est un peu moins, c'est 5 000 euros, mais bon, c'est toujours ça, quoi. C'est toujours ça de prix. Tu vois, quand je fais, par exemple, je prenais l'exemple tout à l'heure du petit appartement qu'on a acheté et revendu, bah, c'est 5 000 euros en SCI, nous, on n'a pas bénéficié, quoi. Enfin, Oui. les frais de. Voilà, donc en fait, ça s'est enlevé de notre marge. Sur 18 000, c'est important, Voilà. 5 000 euros. Finalement, on a payé 6 000 euros de frais de notaire sur ce truc-là, et on aurait pu en payer quasiment 3 fois moins, quoi. Voilà. Et ça aurait été dans notre poche. Bon, après là, on l'a fait pour d'autres raisons, mais par contre, en tant que marchand de biens, c'est l'avantage.
Après, il y a des problématiques de TVA aussi, qui est une fiscalité qui est particulière sur le marchand de biens. Le marchand de biens, il peut opter. Alors, le marchand de biens, comme on l'explique aujourd'hui, donc la revente d'immeubles, il peut opter pour 2 régimes de TVA. Il peut soit opter pour la TVA sur la marge. Donc, ça veut dire que je fais 1 million de reventes, mon prix de revient, c'est 800 000 euros, j'ai fait 200 000 euros de marge, je vais payer 40 000 euros de TVA. Je dégrossis le truc, hein, voilà. Admettons que le taux soit à 20, voilà. Mais à côté de ça, il va récupérer la TVA sur tous les travaux qu'il a fait. Bien sûr. Donc s'il a fait beaucoup de travaux, ça peut avoir du sens. S'il récupère, on va dire, plus que ces 40 000 euros de TVA sur les travaux. C'est plutôt assez rare. Donc en fait, nous, on opte... Parce que il faudrait avoir fait presque 200 000 euros de travaux, quoi. Ouais. Voilà. Okay. Donc tu peux, mais voilà, sur un projet comme ça, c'est pas forcément le cas. Et alors c'est le cas si tu rénoves tous les appartements. C'est un projet qui dure un peu plus longtemps et que tu rénoves tous les appartements à neuf et autres. Oui, tu vas y être. Mais nous, c'est pas forcément le cas. Donc on opte pour l'autre solution qui est en fait qui nous exempte de payer la TVA. Donc finalement, on ne récupère pas la TVA sur tout ce qu'on paie autour du projet. Les travaux, les achats, de matériaux, etc. On récupère rien du tout. Donc on change. Là, sur un dernier projet, on a eu plus de 50 000 euros de menuiserie. Bon, ben, on n'a pas récupéré la TVA sur ces 50 000 euros. Tu payes le TTC exactement. classique, ok. Voilà. Par contre, on ne redonne pas de TVA sur la marge non plus. Donc c'est comme si on était auto-entrepreneur, entre guillemets. C'est ça. Vraiment, t'es exonéré de TVA sur ce sujet-là. Et ça, tu peux le faire indépendamment sur chaque projet. Donc c'est pas vraiment la société qui est soumise à ce régime ou à un régime ou à un autre régime. C'est vraiment chaque projet, tu vas choisir. Donc avec ton comptable, tu déclares la TVA ou si tu veux la récupérer, ou en fait si tu es en TVA sur marge ou pas. C'est comme ça que ça s'appelle. Okay. Donc ça, c'est aussi un avantage. En tout cas, ça facilite aussi les choses. Attention, par contre, c'est différent quand tu revends à neuf, type promotion immobilière, à du particulier et autres. Là, c'est quand même différent. Mais dans le sujet d'aujourd'hui... Ok. On est d'accord que ta société de marchand de biens, elle doit faire que ça. Ça peut pas être une société qui a une autre activité et qui fait une opération de marchand de biens. Non. Okay. C'est vraiment fait principalement que ça. Après, tu peux louer en attendant de vendre. Okay. En attendant de vendre, tu peux garder le locataire, tu peux louer. Mais tu as quand même cet engagement de revente. Donc tu peux pas louer ad vitam aeternam, tu es obligé de revendre au bout d'un moment. Voilà. Au bout de, comme tu disais, 2 ans. 5 ans ou 2 ans, dépendamment de... Ok, très bien. Et ça, ça a une forme de risque parce que du coup, tu vas soit devoir faire sortir les locataires. Après, tu peux leur mettre un bail qui soit à durée limitée, ce genre de choses. Comment ça fonctionnerait? Non, en fait, tu récupères finalement le bail. Parce que souvent, c'est le cas quand tu as des locataires qui sont déjà en place. Et que tu achètes un truc avec des locataires. Bon, tu récupères en fait le bail tel qu'il a été signé il y a 15 ans, 10 ans, 5 ans. Et pour le coup, tu n'as pas le choix de l'accepter. Donc, c'est pour ça qu'en fait, l'état locatif, il faut vraiment l'analyser quand vous achetez un immeuble qui est déjà loué, même si c'est qu'à 20%. 20%, en fait, c'est quasiment votre marge. Donc, il faut vous dire que sur le projet, si vous avez cette verrue de 20%, vous mettez en danger votre projet. Donc, ça ne veut pas dire que le projet ne sera pas viable. Ça veut dire qu'il faut bien l'analyser et redoubler de vigilance. Après, en tant que vendeur, normalement, tu as le droit de mettre fin à un bail pour une vente? Alors, en fait, un bail d'habitation, il est régi, sa résiliation, elle est régie par 2 choses en France: congé pour vente, congé pour occupation. Ok. Donc, le congé pour occupation, quand tu es marchand de biens, t'oublies. C'est clairement pas possible. Congé pour occupation, c'est quand toi, en tant que propriétaire, tu as envie d'aller vivre. Ouais, ou d'y mettre quelqu'un de ta famille proche. Ok. Tes enfants, ton frère, ta soeur. L'autre solution, c'est le congé pour vente. Exemple, j'achète un immeuble à un propriétaire qui a des locataires à l'intérieur. Lui n'a pas donné congé pour vente à ses locataires. Donc moi, j'achète l'immeuble. Finalement, le locataire est déjà en place. Je dois reprendre le bail en place. Mais, admettons que ce soit un bail nu. S'il reste plus de 2 ans sur le bail au locataire, je peux lui donner un congé à la fin de cette première période
de bail. Donc finalement, on va dire, s'il reste 2 ans et demi, dans 2 ans et demi, je peux lui donner un congé. C'est quand même long, 2 ans et demi Ouais. sur un projet. Et s'il reste moins de 2 ans, ça lui renouvelle automatiquement 3 ans derrière. D'accord. Donc ça va, s'il reste, allez, on va dire 1 an et 11 mois, j'en ai pour 5 ans avant de pouvoir le sortir pour Ok. congé pour vente. Donc c'est quand même hyper engageant d'avoir des locataires à l'intérieur. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment, vraiment être vigilant. Si c'est du meublé, c'est plus flexible. On peut activer tout ça tous les ans. Puisque les baux ne dépassent pas Ok. 1 an en meublé ou 9 mois si c'est de l'étudiant. Ça, Donc, c'est pas des règles pour les marchands de biens, c'est des règles c'est des règles pour de. tout bail. Ouais, tout à fait. Ouais. Ok, C'est des règles qui protègent en fait les locataires. bien sûr. Et c'est le cas quand il y a une copropriété en fait. Quand il y a une mise en copropriété, une division, une revente à la découpe, le bail est automatiquement renouvelé une fois pour le locataire. Donc en fait, enfin, si c'est du nu clairement et que vous faites à la découpe pendant 5-6 ans, vous avez votre locataire. Ok. Voilà. On a fait beaucoup de théories. On va essayer de rentrer sur de la pratique. Tu m'as dit que tu avais fait du coup un premier achat-revente. Ça peut être intéressant d'en parler pour se mettre le pied à l'étrier pour que les personnes les auditeurs puissent un peu se projeter dans ce type de projet. Et après, on parlera de ton gros projet. Ça sera celui qui pourra faire un peu rêver les auditeurs. Alors attends, du coup, tu veux que d'abord parler d'un autre projet? Non, tu parles-moi de ton premier achat-revente. Le premier achat. Ouais. Bon, j'en ai parlé tout à l'heure un peu. C'est le. Oui. Voilà. C'était le petit studio. Ouais, ok. c'était le petit Très studio. bien. Ça, c'était vraiment le premier achat-revente. Après, j'ai refait les mêmes opérations avec des studios en hypercentre, mais avec une position de marchand de biens pour le coup. D'accord. Donc avec des frais de notaire réduits, etc. Mais finalement, j'étais allé que sur des opérations très simples, voilà, assez vite, assez liquides et pas très engageantes. Voilà. Tu avais choisi de faire du studio, du coup. Ouais, parce que c'est le produit le plus liquide, en fait. Donc, tu étais sûr que ça se revend très bien. T'achetais généralement vide, du coup. Ouais. Vide ou loué. Ok. Mais le studio, l'avantage, c'est que c'est souvent loué en meublé. D'accord. Donc, finalement, tu as une fiscalité qui est intéressante. Une fiscalité, pardon. Une loi qui est intéressante avec toi. Ouais. Et ça permet de sortir les locataires plus rapidement ou de négocier avec eux parce qu'en fait, quelqu'un qui loue un logement meublé, il est souvent moins ancré dans le logement que quelqu'un qui loue un logement nu, qui est là depuis 10 ans, 15 ans. Voilà. C'est souvent des jeunes, donc ça va, ça vient, il y a plus de turnover. Et après, on est passé. En fait, moi, j'ai eu la chance aussi. J'ai la chance d'avoir un oncle qui était déjà marchand de biens depuis quelques années, quasiment une dizaine d'années, et qui finalement faisait quelques projets d'immeubles à la découpe. Il faisait un projet par an, grosso modo, de gros immeubles à la découpe. Et à côté de ça, il a une entreprise de rénovation avec une dizaine de personnes, donc ça permettait de faire bosser lui sa boîte sur la rénovation. Et finalement, c'était un peu poche gauche, poche droite, quoi, mais finalement tout lui revenait à la fin. Et puis après plusieurs discussions, voyant qu'on avait à peu près la même vision des choses et autres, et qu'on avait envie de faire des projets aussi, à la fois lui et moi plus gros, on s'est mis ensemble. Et donc on a créé une société de marchand un peu plus conséquente, puisque lui en avait une à titre personnel, moi j'en avais une à titre personnel pour faire des petits projets. Lui faisait déjà des projets plus conséquents. Puis on a créé une société pour faire un projet, le dernier projet là. Donc c'est un immeuble qui fait 800 mètres carrés de surface. Donc plutôt un gros immeuble dans un hypercentre d'une ville de 60 000 habitants, 60-65 000 habitants, voilà, avec une bonne dynamique, un marché qui est assez fort, une belle valeur patrimoniale. Et donc si vous voulez que je vous donne quelques chiffres sur ce projet, ça vous permettra de détailler, sachant que c'est un projet qui est fini, hein, donc il reste un lot à la vente pour une problématique d'expulsion d'un locataire justement. Mais voilà, pareil, on avait acheté en connaissance de cause, on savait qu'il y avait un locataire qui payait pas depuis 5 ans, voilà, qu'il y avait une dette et autres, et l'ancien propriétaire n'avait strictement jamais rien fait. Bon, mais nous, depuis, on l'a mis au tribunal, on a eu l'accord, là, on va laisser passer la trêve hivernale, et puis on le sortira à la rentrée, mais en tout cas, on a tous nos droits pour le sortir et aller le récupérer notre argent si tant est qu'il soit solvable. Ouais. J'imagine que c'est des éléments qui t'aident à négocier un prix inférieur quand tu achètes un immeuble comme celui-ci. Ça peut être un élément. Après, là, c'est vrai que sur 13 appartements, un local commercial, des garages, etc., je vais en parler, mais c'est presque anecdotique, et le propriétaire, sur un marché quand même qui est assez tendu, on va pas forcément faire de cadeaux parce qu'il y a un locataire qui paie pas. D'accord. Après, voilà, c'est un immeuble donc on a acheté. Juste pour terminer là-dessus, la dette, elle est transmise aussi
la dette du locataire? Ça se négocie. Ok, Ouais. Ça se négocie. Alors là, on peut parler de ça parce que ça a été sujet de friction d'accord. avec le vendeur. C'est une vente c'est une acquisition qui s'est pas forcément très très bien passée parce que on avait en face un vendeur qui avait été un peu échaudé par un immeuble qui avait été squatté, des mauvais payeurs, etc. Et lui, ça faisait 2 ans qu'il était en train d'essayer de rénover son immeuble tout seul, 800 mètres carrés, quand même, tout seul, partie commune comprise. Ouais. Enfin, en plus des 800, quoi. En train de tout rénover en se disant je vais rénover l'immeuble, comme ça je vais remettre des locataires petit à petit, donc je rénove un étage, puis après je rénove, etc., etc. Avec une rénovation qui franchement n'était pas terrible. Donc il avait déjà rénové 3 appartements sur le dernier étage. Et clairement, nous, on a tout cassé, on a tout refait. Enfin, on n'a pas tout refait, mais on a tout cassé parce qu'on pouvait pas vendre en l'état en disant à quelqu'un, voilà, c'est rénové. Une rénovation qui n'était pas très qualitative. Et donc, il était un peu chaudé par plein de choses. Et en fait, sur cette partie dette, de location, on lui a demandé, nous, au compromis, d'engager les démarches, que toutes les démarches finalement qui étaient prises avant la signature de l'acte étaient pour finalement la poche du vendeur, et que tout ce qui sera engagé après serait pour notre poche. Et que si quelqu'un devait récupérer l'argent, ça serait celui qui serait propriétaire à ce moment-là. Et avant la signature de l'acte, il a voulu, lui, qu'on lui écrive que, comme il avait engagé les démarches avant la signature de l'acte, s'il y avait du pognon à récupérer, c'était lui qui le récupérait. Ok. Ce qui n'était pas du tout ce qui était écrit dans le compromis qu'on avait signé. Et ce qu'on lui a bien fait comprendre, je pense que tout le monde doit être conscient de ça, c'est qu'un compromis, en fait, c'est là où il faut tout écrire. Un compromis ou une promesse de vente, en tout cas l'avant-contrat, c'est ça qui régit tout ce qui va se passer. L'acte, c'est juste une réitération de ce qui s'est dit avant. Mais c'est pas à ce moment-là qu'on rajoute des choses. Bien sûr. D'ailleurs, le prix, tu peux plus le changer, sinon il faut refaire une DIA à la mairie. Donc DIA, c'est le droit de préemption de la mairie. Tout ça, donc tu peux plus rien changer, en fait. Et lui a voulu tout changer à la fin, et on pensait qu'il allait clairement pas venir signer, quoi. Tellement il n'était pas à l'aise avec ça. Donc voilà, ça a été assez chaud. On a fait 3 heures chez le notaire quand même pour signer un acte, alors que tout était déjà écrit depuis 4 mois, quoi. Voilà. Bon, ça c'était pour la petite anecdote. Donc au final, on l'a quand même bien acheté, cet immeuble, même si les enchères ont augmenté entre les premières discussions et la fin, mais on l'a quand même bien acheté. Combien du coup? Donc on l'a acheté 660 000 €. Ok. Pour 800 mètres carrés. Ouais. Ok. Ouais, alors 800 mètres carrés, c'est pas que de l'habitable. Il y a du garage, D'accord. il y a des box, local commercial, mais grosso modo, on est à 670 mètres carrés habitables. Voilà. Ok. 660 000 €, 14 200 € de frais de notaire. Donc rien par rapport à si on achetait en tant que particulier. Voilà. Donc là, tu vois que déjà, tu as un bon billet de 50 000 quasiment que tu récupères. Ouais, quasiment. Donc là, on est à 674 000 € avec les frais. Ensuite, il faut que tu ajoutes pas mal d'autres frais. La taxe foncière, c'est toi qui l'apportes pendant le projet, 8 000 €. C'est quand même, voilà, c'est quand même un petit billet. Ça se budgétise. Les frais bancaires. Donc dans les frais bancaires, tu as quoi? Tu as les intérêts, tu as les frais de dossier, tu as les frais de remboursement anticipé, puisqu'à chaque fois que tu vends un lot, tu rembourses par anticipation une partie. Solde par anticipation. Après, la taxe foncière, tu la payes sur le temps de possession du bien, du coup. Tu la payes à partir du moment où tu es propriétaire au 1er janvier ou au prorata l'année de l'acquisition. Ok. Mais ça veut dire que au 1er janvier, si tu n'as pas vendu un seul lot encore, que tu n'as pas commencé les ventes, la taxe foncière, elle est pour toi à 100%. Ok. Voilà. Alors après, tu la refactures, ouais. Mais c'est assez avantageux d'ailleurs pour l'acquéreur, parce que tu la refactures toi en divisant les tantièmes, etc. Alors que la mairie va profiter pour augmenter le tout quand l'immeuble sera en copropriété. Donc c'est plutôt avantageux pour l'acquéreur d'ailleurs. Donc tu as les frais bancaires, 15 000 € grosso modo sur l'OP, nous, de frais bancaires, parce qu'on n'a pas porté l'OP très longtemps, donc je vous le dirai. Dans ces frais, tu as aussi les frais de main levée des hypothèques, puisque la banque prend forcément une hypothèque sur le bien. Et donc à chaque fois que tu as une hypothèque, tu as des frais de main levée que le notaire demande à la banque. À l'achat, hein, pas à la vente. Si, à la revente des lots. Ouais. Okay. À la revente de chaque lot. À la revente de chaque lot, tu dois payer des frais de main levée, en fait, pour lever les hypothèques. Ces 15 000 €, c'est quasiment que des frais de main levée. Non, t'as tout dedans. T'as comme je disais, les intérêts, frais de dossier, remboursement anticipé. Ça, c'est vraiment tous les frais que j'appelle bancaires, quoi. Ok, voilà. très bien. Okay. Je pensais que c'était que des frais d'acquisition. Non. Tous les frais bancaires du projet. Non. Finalement, le frais d'acquisition, t'as que les frais de notaire, 14 200 €. Oui. Voilà.
Et Donc, des frais de dossier éventuels de la banque. ouais, voilà, mais je les mets dans les frais bancaires. Mais, D'accord. donc on est à 674, plus 8, plus 15 de frais bancaires. Tu as 2000 euros grosso modo d'assurance multirisque et décennale sur ton projet. Tu as 2000 euros après de frais divers, comme les frais d'huissier pour les expulsions, quelques petites bricoles afférentes, les recommandés à envoyer, les choses comme ça. Donc finalement, tu te retrouves. Et oui, tu as les frais de diagnostic, forcément, parce que toi, tu dois faire un diagnostic technique global sur l'immeuble, et tu dois faire un diagnostic de chaque lot aussi que tu vas vendre, forcément. Et puis, tu dois aussi faire intervenir un géomètre pour qu'il puisse te maîtriser tout l'immeuble, te faire ce qu'on appelle l'état descriptif de division, qui permet au notaire d'aller rédiger un règlement de copropriété. Parce que là, tu fais une mise en copropriété, puisque nous, on a acheté l'immeuble à un seul et même propriétaire qui n'avait pas créé de copropriété, qui n'avait pas divisé l'immeuble officiellement parlant, en tout cas, il y avait un seul et même bloc. Ok. Ça, c'est des procédures dont on pourra en effet parler un peu plus, Ouais, tout à fait. plus tard. Je pense qu'il y a des choses intéressantes avec l'urbanisme et Ouais. la mairie, etc. Ouais, alors là, l'urbanisme, tu vas être plus impliqué sur la partie travaux. Ouais. La partie travaux, et notamment quand tu es comme nous en secteur sauvegardé, donc ça veut dire que tu es dans le périmètre de l'architecte des bâtiments de France, et que du coup, tu es régi par pas mal de contraintes entre celle de l'urbanisme, celle de l'hygiène, parce qu'on est aussi dans une ville où tu dois avoir un permis de louer, la mairie doit t'attribuer un permis de louer pour pouvoir louer un logement. Donc nous, pareil, nos acquéreurs, il faut qu'on leur vende ça avec la garantie qu'ils pourront louer. Bien sûr. Donc tu dois faire avec l'urbanisme, l'hygiène et les architectes des bâtiments de France. Quand même 3 contraintes, et souvent ils sont pas d'accord. En plus. Je vous donnerai un exemple après, mais ils sont pas d'accord. Voilà. Donc tout ça, c'est les frais à peu près voilà, de l'opération. Et après, tu as les frais de travaux. Donc nous, on a décidé sur cette opération de ne faire que les travaux sur les parties communes et de ne pas faire les travaux sur les appartements, et de les vendre en l'état. Donc à l'état de plateau à rénover, sans même faire les démolitions d'ailleurs. C'est les acquéreurs qui se faisaient les démolitions. Soit quasiment terminé de rénover, mais c'était un appart voilà, qui était quasiment prêt, et le reste on vendait en l'état. En gros, tu aurais pu faire le choix d'aller faire les rénovations et de les vendre probablement à des familles ou à des personnes qui allaient y vivre probablement, ou de les vendre comme ça, et là de t'adresser à plutôt des investisseurs, j'imagine. Bah, l'avantage quand tu vends comme ça, c'est qu'en fait l'investisseur il peut acheter, faire les travaux à côté, et finalement aller accroître son déficit. Bien sûr. Sur la partie travaux. Ça c'est intéressant, parce que si on avait vendu en bloc, enfin en bloc, je veux dire tout fini, tout terminé et tout rénové, bah finalement, alors oui, ça va faire un plus gros amortissement comptable pour l'investisseur. Par contre, il pourra pas jouer sur du déficit reportable. Ok. Quasiment tout va passer, en tout cas en LMNP, quasiment tout va passer en amortissement. Intéressant. Donc ce qu'on a fait nous, c'est qu'on a vendu, on a fait le choix de vendre à rénover, avec une option de travaux qui est proposée par la société donc de mon associé, qui est mon oncle, qui permet aussi de proposer les rénovations derrière à nos clients. Ok, très clair. Voilà. Donc grosso modo, on est à peu près 825 000 euros de prix de revient. Donc le prix de revient, finalement c'est toute l'acquisition plus tous les frais que tu vas avoir, et c'est ce qui te permet en fait d'avoir ton prix de départ, ton prix de départ associé à tout ce que tu vas devoir faire pour pouvoir le vendre. Okay. Très bien, très clair. Voilà, très projet à 825 000 euros. Sur un projet comme ça, donc tu présentes à la banque. Pour un marchand de biens, et c'est pareil pour les gros comme pour les petits, il faut entre 20 et 30% d'apport sur une opération. Okay. Donc nous, on a apporté 200 000 euros d'apport. Ok. Donc, voilà, faut quand même, c'est la différence avec l'immobilier patrimonial, c'est qu'il faut quand même un peu de cash. Et c'est pas toutes les banques qui suivent aussi des marchands. C'est souvent d'ailleurs la filiale promotion immobilière d'une banque qui va suivre les marchands de biens, parce que c'est un petit peu similaire, même si c'est pas régi par les mêmes contraintes. Tu n'as pas vraiment les mêmes interlocuteurs de ton agence de quartier, quoi. Non, exactement. Puis là, c'est un interlocuteur pro. Donc il y a beaucoup d'investisseurs immobiliers qui ont des interlocuteurs particuliers, hein, ceux qui ont un bien, 2 biens, 3 biens. Ouais, hein. BNP, Ouais. En plus. Ouais. Et donc là, interlocuteur pro, tu vois, par exemple, nous, au CIC Sud-Ouest, ils ont une branche vraiment spécifique marchand de biens. Et grosso modo, tous les projets en dessous de 750 000 euros, ils en veulent pas. D'accord. Voilà. Donc, parce que trop de... Parce que, en fait, il y a tellement de sujets, puis c'est long à traiter, hein, quand même, un dossier de marchand de biens, il faut comprendre le marché, il faut bien connaître le truc, il y a quand même du risque. Ils n'ont pas envie de s'embêter avec des petits projets.
Pareil, caisse d'épargne sur Midi-Pyrénées, c'est en dessous de 350 000 euros, ils te prêtent pas, ça les intéresse pas. Voilà. Donc moi finalement, nous on a dû travailler avec une banque différente de la banque avec qui je travaille plutôt sur le patrimonial par exemple. Et qui était d'ailleurs dépité de ne pas pouvoir nous suivre, mais c'était comme ça. Bien sûr. Voilà, surtout quand ils voient les rentabilités après des opérations et tout, ils se disent que c'est des flux qui finalement qui leur glissent entre les doigts pour des questions de minima internes au groupe qui sont complètement ridicules parce que finalement nous il fallait nous prêter 625 000 euros sur les 825 puisqu'on a apporté 200. Alors oui, on n'était pas à 750, mais on n'était quand même pas très loin. Et ils nous ont pas voulu Ouais, ça nous semble sur un le petit dossier. peu Ouais. ridicule. Ouais, voilà. Donc, directrice d'agence était quand même dépitée. Bon, finalement, on a bossé avec. On avait 2 autres banques qui nous suivaient sur le projet sans problème. Qu'est-ce qu'ils regardent justement la banque à ce moment-là? Est-ce que c'est comme un achat en SCI pour le locatif où il va regarder ta situation patrimoniale à toi, ton salaire, etc. Ou il s'intéresse plus au projet et voilà. Est-ce qu'ils regardent ton expérience? Comment ils ont étudié ton dossier? Alors, ils regardent forcément le projet. Déjà, c'est la base. Ouais. Le projet, clairement. Mais surtout, ce qu'ils regardent, c'est l'historique. Qu'est-ce que toi, tu as comme expérience sur le sujet? Voilà, quelle garantie, on va dire, professionnelle tu peux apporter? Est-ce que tu es crédible sur est-ce que ce que tu mets dans ton BP, dans ton budget prévisionnel, est-ce que tu le mets comme ça parce que tu as envie de faire de la cosmétique et que c'est de la théorie ou est-ce que tu l'as déjà prouvé par d'autres opérations? Et c'est là où c'est un peu délicat pour la plupart des gens, c'est que dès qu'un marchand veut se professionnaliser, il faut un historique. Et c'est pour ça qu'il faut s'associer. C'est pour ça qu'il faut s'associer, ça va beaucoup plus vite. Moi, en l'occurrence, avec l'historique des autres opérations de mon associé, on a pu prouver que voilà, il y avait des opérations qui étaient rentables dans le même secteur en plus, dans la même localisation. Donc si on avait pu faire ça il y a 2 ans, on pouvait le faire aujourd'hui parce que le marché était encore plus haussier qu'il y a 2 ans. Euh, et donc ça rassure vachement la banque. Et donc dans le dossier, on a beaucoup vendu notre expérience par le biais de ces opérations-là. Ensuite, euh, tu dois forcément, comme un dossier patrimonial, vendre un peu de rêve quoi, au banquier. Euh, du rêve, mais attention, réaliste aussi. C'est-à-dire que tu peux pas te permettre de raconter n'importe quoi sur le dossier. Hein. Tu dois aussi à la fin, pour le second projet, on va regarder ce que tu as fait sur le premier quand même. Mais tu dois faire un peu de cosmétique aussi. Tu dois illustrer la chose, le projet, des images. Faut que ça soit pro. Voilà, faut que tout soit détaillé. Tu dis pas, je vais avoir 130 000 euros de travaux. Tu dis, je vais avoir 20 000 là, 50 000 là, 10 000 là, etc. J'ai déjà des devis, j'ai des trucs. Voilà, faut que ce soit assez pro. Mais beaucoup plus complexe à aller chercher des fonds pour du marchand de biens. D'accord. Voilà. J'imagine. Ouais, c'était le fond de ma question. Voilà. Surtout que la banque te prête pas sur 25 ans, donc tu peux pas te planter parce que tu as un engagement de revente, on peut pas te prêter sur 25 ans. Donc on va te prêter sur 2 ans souvent, ou alors pour les gros marchands, ils vont avoir une ligne de trésorerie sur laquelle ils vont pouvoir activer certains montants, solder partiellement, etc. Mmh, mmh, mmh. Nous, en l'occurrence, on a emprunté sur 2 ans et on a soldé au bout de 6 mois. Donc c'est quand même plutôt sécurisant pour la banque. Tu te dis, waouh, en fait, voilà, votre projet là, ça a glissé quoi, Mmh, mmh, mmh. c'était top. C'est vrai que la vision, elle est très différente pour une banque qui va financer un particulier qui fait du locatif, où là, la banque, elle se nourrit des assurances, du taux, bon, de moins en moins avec le taux, et là, du coup, si tu revends en 6 mois, elle peut pas se nourrir de tout ça. Donc oui, en effet, c'est comme si elle suivait un professionnel et elle se rémunère elle se rémunère pas vraiment sur ton opération, quoi, mais plus sur ce compte professionnel qu'elle gère, quoi. Ouais, clairement, OK. clairement. Ouais, après, elle facture des frais de dossier aussi de manière plus conséquente Ouais, forcément que sur un particulier. j'imagine. C'est toujours les pros payent toujours plus cher Mmh, pour mmh, un mmh. service équivalent, mais ça fait partie du jeu. Toi, tu le mets dans ton BP, voilà, finalement, tu payes 1 600 € de frais de dossier sur un dossier, comme ça, bon, bah, divisé par Ça va. 13 appartements à revendre, voilà, ça fait quasiment un peu plus de 100 € par appartement. Tu peux les mettre dans le prix de vente et c'est fini, quoi, tu en parles plus. Et finalement, c'est les acquéreurs qui le financent en partie, quoi. Donc, mais il faut trouver une bonne banque. En fait, c'est le nerf de la guerre, hein, quand on est marchand de biens, c'est d'avoir des fonds et il faut trouver une banque aussi qui te suive sur plusieurs projets de front. Parce que si tu attends de finir un projet pour t'embarquer sur un autre, du coup, tu mets beaucoup d'inertie et finalement, tu avances pas forcément, quoi. Voilà. Donc,
Et c'est pas forcément toutes les banques qui vont te suivre aussi sur plusieurs projets, qui vont t'ouvrir plusieurs lignes de crédit en même temps. Il va falloir que tu en soldes une, puis après que tu repartes sur une autre. Donc ça met de l'inertie. Ok. Bon, on fait durer le suspense depuis un moment, mais du coup, on n'a pas parlé de la revente et combien tu arrives à revendre. Ouais. Et sur cette opération, on a dit à 825 000 euros. Ouais, 825 de prix de revient. On est à 1 115 000 de revente. Ok. 290 000 de marge, c'est à peu près 26%. Ok. C'est ce qu'attend une banque aussi, que tu lui proposes des projets entre 20 et 30% de marge. C'est très rare d'aller au-dessus de 30% sur des projets marchands. Il faut vraiment faire de belles opportunités il faut avoir soit de très très bonnes opportunités, mais pourtant là ça en était une. Vendre très très cher à la sortie, mais du coup ça peut prendre 2 ans, donc finalement l'un dans l'autre, voilà, tu portes pas d'autres projets en même temps, tu portes aussi de l'argent un peu, même s'il coûte pas très cher, mais bon, puis c'est pas forcément bon pour porter les projets trop longtemps. Donc entre 20 et 30%, c'est donc là à 26% on est bien, sachant qu'on avait vendu un projet à 24% de marge à la banque initialement sur le prévisionnel. Donc finalement on a réussi à rationaliser un petit peu quelques coûts de travaux et on a porté le projet aussi moins longtemps que prévu, parce qu'on l'a porté 6 mois au lieu d'1 an, donc tu économises aussi des intérêts, mine de rien. Et puis on a vendu quelques lots un petit peu plus chers que prévu. Ok, génial. Du coup, ça, c'est une plus-value qui rentre en fait finalement dans le résultat de la société, donc qui sera imposée à l'impôt à l'IS. Exactement. Donc 15 à 25%. Ouais. 26,5, bientôt 25. Ouais. Et voilà. Et une fois que tu sors l'argent, bon, tu payes tes dividendes ou tes 30% de flat tax, quoi. Exactement. Ouais, ouais. Après, voilà, c'est une activité professionnelle. Ouais. Donc forcément, il faut pas s'attendre à avoir du cash dans ses poches à la fin de Bien sûr. l'opération. En plus, quand tu es associé, c'est pas comme ça que ça marche. Mais c'est une boîte dans laquelle tu vas générer de la trésor, dans laquelle tu vas être plus fort pour aller sur d'autres projets, tu vas pouvoir te démultiplier aussi en tout cas sur les premiers projets des sociétés naissantes. Voilà. Nous, l'objectif, c'est plus de garder de la trésor pour aller encore plus loin, quoi. C'est pas J'imagine. forcément. On a tous des activités, les deux associés ont des activités à côté. T'arriverais à estimer le temps que ça vous a pris une opération comme celle-ci, là, en termes d'investissement? C'est pas évident Déjà, ça a duré évaluer. combien de temps? Nous, on a signé l'acte à mi-février. Donc, on a signé le compromis en octobre. Ok. C'est allé assez vite quand même pour octobre ou novembre. Ok. Voilà, donc déjà 4 mois à peu près. 4 mois. Déjà, ça vous a pas pris plus de 4 mois à deux. Non, voilà. Plus de 4 mois. Voilà. Après, on a signé l'acte en février. Là, on a vendu, on a tout soldé. Là, octobre, à la fin du mois, on aura tout soldé, sauf le lot qui reste, qu'on soldera l'année prochaine. Après, c'est pas grave, parce que ça te permet aussi de lisser un petit peu ton résultat sur plusieurs exercices, de tout faire sur un bloc, et de passer un maximum de choses à la tranche à 15 et pas forcément sur la tranche à 26,5. Donc, même si après, c'est anecdotique sur des montants comme ça, mais c'est toujours ça d'optimiser. Et sachant qu'on a après une mécanique, c'est un peu plus large, mais une mécanique de holding, dont nous on est propriétaire des parts de la société avec nos holdings. On peut faire remonter aussi des dividendes avec un régime de société mère-fille qui est intéressant, ou tu peux facturer aussi des honoraires avec une convention de management d'une société à une autre, etc. qui permet aussi d'aller lisser l'imposition et la fiscalité finalement, de l'optimiser. On en avait parlé avec Grégory Provo, qu'on salue, en effet, sur ce système de holding qui est intéressante. Et du coup, vous pouvez ensuite aller réinvestir dans du locatif ou des opérations en perso, quoi. Clairement. Ouais. Ou tu peux être salarié de ta holding. Ouais. Tu peux être salarié de ta holding et en fait faire remonter les dividendes de toutes les filles sans payer une double imposition. Finalement, toi, n'avoir qu'un seul point rémunérateur, qui est celui de la société mère, quoi. D'accord. Ok, très clair. Et ce qui n'engage pas, du coup, tes associés. Parce que ta holding, c'est la tienne, sa holding, c'est la sienne, et tu fais ce que tu veux dessus. C'est l'avantage, ouais. Voilà. Ok, très bien. Et vis-à-vis de la banque, du coup, c'est à partir de quel moment, du coup, ce prêt, il s'arrête? Là, tu me dis que tu as encore un appartement, ça veut dire que le prêt, il court encore ou... Non, puisque nous, du coup, à partir du moment où on avait fait 625 000 euros de ouais, c'est vente, ça. Tu choisis finalement. En fait, le notaire va solder automatiquement. Comme il y a des hypothèques, tu choisis pas. Tu es obligé de... C'est le notaire qui, à chaque fois, demande à la banque, est-ce qu'à ce prix de vente-là, c'est bon? Est-ce que ce prix de vente-là vous convient? Est-ce que c'est dans le deal, quoi? Oui ou non? Bon, c'est oui, parce que sinon, t'es pas censé vendre, quoi.
et le notaire va solder progressivement à chaque fois le prêt au fur et à mesure qu'il y a des ventes qui se font. Ok. Bon, bah, en 4 mois, ça fait... Tu m'as Non, redis-moi donc, le 4 mois, cash. ouais, 4 mois, c'est entre 200 combien vous avez fait de 290. 290. Donc moi, je trouve ça Ouais. hyper intéressant. Après, c'est pas, Et après, c'est pas 4 mois, on va dire, c'est un an le projet. Oui, c'est un an. Ouais, je voulais faire un point un peu sur justement bah, les difficultés. En fait, à qui tu recommanderais ce type d'opération, parce que ça demande quand même une sacrée connaissance d'un point de vue sur la division, sur les autorisations que tu vas avoir à la mairie, à l'urbanisme, aux bâtiments de France, etc. Ça demande une compétence travaux, une compétence négociation. Enfin, c'est hyper vaste. C'est peut-être pas autant que la promotion immobilière, mais on a vraiment toute la première partie qui est assez similaire. Voilà, quelles sont les grosses difficultés que tu as rencontrées et à qui ce type de projet peut être adressé, quoi. Alors, c'est ce qui est paradoxal avec l'activité de marchand de biens, c'est que t'as aucune formation diplômante. Ok. T'as aucune obligation d'avoir fait un BTS profession immobilière ou d'avoir étudié dans l'immobilier, comme pour être promoteur, par exemple, ou pour faire de la transaction, ou même de la gestion. Alors qu'au final, quand tu es marchand de biens, tu fais de la gestion, tu fais de la transaction, tu fais de la construction, tu fais du syndic, parce que tu es syndic bénévole le temps que aussi la copropriété soit vraiment terminée et que tu... Voilà, donc en fait, tu fais tous les métiers de l'immobilier, mais personne t'oblige à avoir des qualifications dans le domaine. Ok. Donc c'est quand même assez particulier, qui rend... et ça peut changer à terme, à mon avis. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui se mettent sur cette profession de marchand de biens, sans forcément avoir toutes ces qualifications, justement, ou ne serait-ce que la connaissance d'une ou l'autre des briques. Et à côté de ça, tu es quand même garant, comme tous les autres professionnels de l'immobilier, de tout ce qui va se passer. Comme je te disais, tu dois garantir une décennale, etc. Ça veut dire que tu as un client à qui tu as vendu un appartement qui, 9 ans après, peut venir te rechercher sur cette opération en te disant mais attendez, moi j'ai un problème à cette poutre, j'ai un problème à ce poteau, j'ai un problème au plancher. Vous faites quoi? Voilà. Donc, il y a quand même pas mal de contraintes comme ça. Donc, je recommanderais plutôt à des personnes qui connaissent bien le monde de l'immobilier, connaissent bien la localité dans laquelle ils vont faire l'opération. Il n'y a rien de pire que de se retrouver avec du stock sur les bras et pas pouvoir rembourser la banque et être pendu pendant des mois et des mois et des mois, voire des années sur le sujet, avec cette obligation de revente. Parce que si tu n'as pas vendu dans le temps, ça veut dire que l'État va venir te rappeler les 5% de frais de notaire. Donc, si en plus tu n'as pas vendu, tu as porté tout le projet pendant plusieurs années au niveau de la banque avec les intérêts qui courent tous les mois, et en plus tu as un effet de rattrapage de tout ça que tu n'avais pas prévu, ça peut faire vite Ouais. mal. Voilà. Je t'ai pas demandé, mais c'est un prêt in fine que tu fais avec la banque? Tu la payes à la fin ou tu as des mensualités? Alors là, c'est un prêt, c'est même pas un prêt in fine. Alors, en fait, on va dire que c'est comme, c'est un peu des deux, c'est-à-dire que c'est un prêt amortissable. D'accord. Et tous les mois, tu vas payer les intérêts. Ok. Tu vas payer les intérêts tous les mois. Et en fait, la dernière échéance, au bout de 2 ans, elle est constituée du capital restant dû. Ok. Tout le capital restant dû. Voilà. Donc t'as quand même un avantage à vendre le plus vite possible, quoi. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que là, on a soldé, on avait prévu dans le BP de solder au bout d'un an, on a soldé au bout de 6 mois. Bah, on a économisé, on va dire à 1% sur 625 000 euros, on a économisé 625, grosso modo 600 euros par mois. Ok. Donc sur 6 mois, tu économises 4 000 euros, quoi. 3 600. Ok. Parce que 1%, c'était à peu près c'est le taux. ton taux. Ouais. C'est le taux. Ouais. Ok. T'es à 1%. Après, tu as les assurances qui sont aussi un petit peu chères, ça dépend pareil des âges des associés et autres. Mais, et puis si vous êtes à 100 ou 100, 50-50. Voilà, après, à qui je recommanderais ça? À des gens qui, en dehors de connaître le secteur, sont prêts aussi ont une notion un petit peu commerciale. Parce que, en fait, quand tu as vendu à des acquéreurs, il y en a, c'est leur premier investissement. Ils s'endettent sur 25 ans sur le sujet. En fait, le seul interlocuteur qu'ils ont, c'est toi, jusqu'à ce que l'immeuble soit mis en copro et que tu aies fait voter un syndic professionnel. Il y a toutes ces démarches donc tu dois gérer aussi. Donc, en fait, là où toi, tu vas appeler aujourd'hui ton syndic, si tu habites dans une copropriété dès qu'il y a un problème, bah là, en fait, tu appelles le vendeur, quoi. Donc, il faut avoir cette relation aussi commerciale, prendre sur soi, et il faut avoir un peu de patience. Oui, si tu vends en état de futur achèvement ou en non rénové comme tu l'as fait, il faut en effet pouvoir prouver ton professionnalisme et ta bonne foi à la personne à qui tu vends, quoi. Ouais, clairement.
Et après, il y a, comme tu le disais, donc il y a beaucoup de contraintes entre les architectes des bâtiments de France, urbanisme, etc. Donc ça demande de connaître un peu toutes les règles d'urbanisme local. Donc il faut que tu connaisses ton PLU, hein, le Donc plan c'est le local plan local d'urbanisme. voilà. Il faut que tu le connaisses, il faut que tu connaisses bien ta zone, la zone dans laquelle tu es. Si tu as un secteur sauvegardé, comme je le disais, tu as aussi l'architecte des bâtiments de France qui rentre en compte. Et en plus, tu as des villes, comme celle dont je t'ai parlé, où tu as un permis de louer. Ça veut dire que tu as le service hygiène de la mairie qui va venir visiter les logements et dire ok, ça c'est un logement décent et tu peux le mettre à la location. Qu'est-ce qu'un logement décent? Plafond à plus de 2,20 m sur 9 mètres carrés minimum, des ventilations aux fenêtres, un tableau électrique à moins de 1,80 m, une luminosité suffisante pour pouvoir lire un livre au milieu de la pièce sans avoir besoin d'allumer de la lumière. Tu vois, donc ça c'est un peu un critère un peu plus subjectif, Ouais, mais ça dépend de la c'est clair. vision de celui qui vient. Puis pas en hiver. quoi. Voilà, mais t'as des trucs comme ça, pas de toilettes qui donnent directement sur une pièce de vie, il faut un sas. T'en as plein des appartements qui tu vois, qui cochent pas tous ces critères. Et il y a des mairies qui impliquent ça, qui imposent ça, pardon, pour justement rendre beaucoup plus salubres les logements et lutter contre la salubrité des marchands de sommeil notamment. Voilà. Ok. Et donc toi, tu vends en connaissance de cause aussi, donc tu es censé connaître toutes ces lois. Et là où je disais tout à l'heure qu'il y a des trucs qui sont pas cohérents entre les trois services, c'est que nous, par exemple, on a des coursives extérieures sur l'immeuble, et donc il y a une hauteur minimale de la coursive pour qu'un enfant ne puisse pas passer à travers, enfin passer par-dessus, etc. Ouais. Et en fait, nous, il nous manque 2 cm parce que les pavés ont été surélevés sur les coursives, et donc en fait, cette épaisseur de pavé a bouffé les 2 cm. Donc l'hygiène nous dit il faut rehausser toutes les coursives. C'est pas une chose facile. Ou alors il faut rajouter 2 cm de matière au-dessus, c'est des coursives en fer forgé. Tu vois. D'accord. Pour 2 cm, Ouais. c'est rageant. Et l'ABF nous dit, donc l'architecte des bâtiments de France nous dit, non mais hors de question que vous y touchiez, c'est des coursives historiques, vous n'y touchez pas. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc ça, tu es obligé aussi de l'écrire dans l'acte de vente, un compromis dans l'acte, pour que l'acquéreur soit au courant, qu'il achète en connaissance de cause et qu'il ne vienne pas te retoquer derrière. Parce que, tu vois, ça peut être aussi dangereux. Voilà. Et ce qu'on voit, nous, quand même, parce qu'on côtoie aussi d'autres marchands de biens, et puis moi, j'ai acheté aussi des lots à des marchands de biens, hein, ben on n'est pas tous aussi clean que ça, quoi. Il y en a qui sont, voilà, qui font les choses vraiment au rabais, sans tout écrire, et ils disent ok, advienne que pourra, et au pire, dans 2 ans, je plante la boîte et personne viendra me faire chier. Nous, c'est pas l'idée. Tu vois, on travaille plus sur du long terme, avec des clients qui nous achètent des projets, des apparts de projet en projet, qui ont vraiment envie de travailler avec nous. Je prends un exemple. Pareil, on a changé toutes les menuiseries. Donc, c'est des grandes portes-fenêtres. Il y en a qui font plus de 3,30 m de haut. Des grandes portes-fenêtres à l'ancienne, en bois. Et c'était du simple vitrage. Et l'ABF nous a dit, vous changez, évidemment, mais à l'identique. Vous mettez du double vitrage, vous changez à l'identique. Donc, en menuiserie en bois, avec les petits bois biseautés, etc. Un truc qui te coûte 3 fois plus cher que si tu mets du PVC. Ouais. Mais si tu le fais pas toi et que tu harmonises pas tout ça sur l'immeuble et que tu laisses chaque acquéreur le faire, l'acquéreur, lui, tu peux être sûr qu'il y en a 1 sur 2, même peut-être 2 sur 3, qui vont pas faire de déclaration de travaux préalables à la mairie et qui, du coup, va faire n'importe quoi. T'en as un, il va te mettre du PVC gris, un, il va te mettre du PVC blanc, et toi, en fait, tu vas avoir vendu un projet qui va ressembler à rien. Alors que c'est pas ton chef, ton propre chef. Tu vois. Mais qui est en faute sur cette situation-là? Là, après, c'est chaque acquéreur. Ouais. Mais même pour toi, c'est pas très valorisant, Bien en fait, sûr. d'avoir fait un beau projet, de belles parties communes, t'as refait les façades, t'as repeint les volets, t'as fait et puis en fait, le mec derrière, il fait n'importe quoi. Donc on uniformise, quitte après tu le rajoutes dans le prix de vente, c'est pas grave. Mais au moins, t'as le truc nickel, et l'ABF, quand il vient te voir sur un autre projet demain, il est beaucoup plus tolérant aussi. Parce que t'as pas fait n'importe quoi et t'as pas laissé faire n'importe quoi. Ok. Et j'imagine que sur le PLU, il y avait des choses assez strictes sur le nombre de places de parking par habitation, etc. Ouais. Et c'est ça a été des contraintes pour vous En fait, dans cette ville-là, en l'occurrence, les places de parking étaient obligatoires. À chaque fois qu'il y avait une création de lot, tu devais y avoir un parking associé. Et en fait, mon associé donc, a fait sauter cette clause à la mairie il y a quelques années, parce que lui, il rachetait beaucoup d'immeubles à la mairie. Ok. Parce que justement, il faisait du bon boulot, voulait que les logements soient plus décents, et donc lui faisait confiance. Et donc, au bout d'un moment, il leur a dit c'est pas possible d'obliger des parkings en hypercentre d'une ville où il n'y a rien pour se garer. Parce que c'est vraiment un hypercentre-ville, quoi. Bien donc sûr, c'est des petites rues. Du coup, sur 12 ou 13 lots, il te faudrait 12 ou 13 places de parking. Impossible. Ça te prend 12 mètres carrés.
Ah, je sais pas, impossible. non, combien ça te prend une place de parking? C'est Ça prend, euh, c'est un 2 sur 5. Ouais, 2 sur 5, ça se prend 10 Ouais, mètres carrés. ça te prend 10 mètres carrés. Donc il te faut déjà un plateau de 120 mètres carrés plus les passages pour Ouais, aller se garer. ou acheter des garages ou des parkings Il te faut ailleurs. 180 mètres Non, mais carrés. c'est pas possible. Ouais. Dans des villes comme ça, c'est impossible. Dans des hyper-centres-villes, c'est impossible. Et t'as réussi vous arrivez à faire sauter ça, du Donc coup? il a fait sauter ça, mais pour tout le monde. Pour tout le Donc monde, la ok. règle est la même pour tout le monde. Donc du coup, aujourd'hui, il n'y a plus cette, Ouais, il n'y a cette plus loi dans cette le PLU. obligation. Ok, Voilà. Et donc grâce à lui, en fait. Ouais. Parce qu'avant, c'était impossible. ok, Donc ça a ouvert aussi la porte à pas mal d'autres marchands de biens qui n'avaient plus cette contrainte-là. ok, Tant très mieux, bien. tant mieux pour eux. Ok, bah écoute, super intéressant. Pour terminer, parce qu'on arrive sur l'heure d'enregistrement, c'est quoi un peu les futurs projets? Il y a des trucs encore plus gros, il y a des trucs différents, des trucs un peu similaires. On regarde là, on est sur une maison actuellement, du coup qu'on a acheté avec jardin, qu'on peut soit diviser en deux, soit rénover et revendre pour une résidence principale. Donc on ne sait pas encore trop ce qu'on va faire, on est en train d'étudier les chiffres. Euh, et puis on est en discussion sur des immeubles qui sont encore plus gros que celui-là, mais il n'y en a pas beaucoup, et les gens ils sont souvent assez attachés. Ouais, Parce que finalement, quand c'est sur des gros projets comme ça, c'est souvent en fait leur principale source de revenus. Les gens qui détiennent ça de famille en famille, en fait, ils sont nés avec. euh, Ils ont toujours été habitués à avoir un petit peu ça, soit comme source de revenus principale, soit comme argent de poche. Donc c'est pas évident de les convaincre de vendre l'immeuble. Voilà. ouais, j'imagine. Et en fait, on se rend compte que les coûts comme ça, ils se font pas avec un agent immobilier, c'est très rare. C'est rare qu'un agent il nous apporte un immeuble, parce que nous, on ne veut pas acheter au même prix qu'un investisseur patrimonial achèterait, puisque forcément, nous, on doit faire notre marge avant. En y apportant de la valeur, évidemment, mais voilà. Tu les Et trouves comment, du coup? c'est, Tu te balades? non, on se balade pas forcément, mais en fait, c'est du réseau, quoi. C'est-à-dire que on commence à connaître quand même pas mal de gens dans le coin. Euh, et ce qui est fort, c'est que mon associé, comme il a aussi une boîte de rénovation, bah, il rentre dans énormément d'immeubles centre-ville, finalement, Oui, et donc il discute souvent avec des gens, parce que forcément, quand tu fais des travaux, ça exige enfin, on va dire que ça met des contraintes dans un immeuble, donc ça provoque des discussions, et voilà, puis d'une discussion à une autre, finalement, ah tiens, mais c'est qui le propriétaire? Et, euh, et là, en l'occurrence, c'était ça d'ailleurs. Il était allé faire un devis pour un dégât des eaux dans un appart, et il a juste demandé s'il voulait pas vendre l'immeuble, quoi. ouais, je comprends. Et le mec s'est dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Ok. Donc ça arrive comme ça, voilà, ça c'est pour les projets marchands. Voilà. Après, il y a plein d'autres projets, mais bon, c'est pas le sujet du jour. Ce sera pour le 3e Voilà. épisode avec Julien. C'est ça. Bon, en tout cas, c'était hyper intéressant, hyper sympa. Ça vient ressouligner ce dont on parle souvent sur les épisodes, la rentabilité ou le cash flow, ça se trouve pas, ça se crée. Mm. Si vous avez envie si vous n'avez pas envie de vous embêter, bah voilà, passez par des gestionnaires qui font de l'investissement clé en main, etc. Si vous êtes OK pour vous embêter un petit peu, vous rachetez des choses qui se remettent facilement en location, l'étape d'après, c'est d'aller faire des travaux, de transformer le bien, faire de la colocation, de l'immeuble de rapport, etc. Et si vous avez encore plus envie de mettre les mains dans le cambouis, vous pouvez aller faire des divisions, faire ce genre d'éléments. Et je pense que c'est là qu'on atteint vraiment les résultats les plus intéressants. Là, on a donné plein de chiffres. C'est vrai que quand on se dit près de 300 000 euros en 4 mois à 2, enfin, c'est hyper intéressant, etc. Ça demande, il y a du risque, il y a plein de compétences à avoir, il y a des formes d'avantages compétitifs, entre guillemets, quand on entend voilà, que ton oncle, il avait déjà cette entreprise, déjà ses connexions à la mairie pour trouver les biens, etc. Mm. On se rend compte que c'est pas donné à tout le Ouais. monde. En revanche, voilà, sur des petits studios, par exemple, comme on a pu aborder au début, c'est faisable, quoi. C'est faisable si vous avez des opportunités. Mettez-vous des alertes. Vous connaissez bien un endroit, vous dites qu'il y a une possibilité. Vous mettez des alertes au moins sur Se Loger le Bon Coin. Et si ça tombe, bah, ça peut être un bon projet je trouve, pour un premier invest. Tout à fait. Ça Ouais. peut se faire aussi d'ailleurs dans le cadre d'un appartement, à diviser en plusieurs lots, des grands appartements. C'est toujours plus contraignant quand c'est en copropriété, parce qu'il faut l'accord de la copropriété, et de l'urbanisme et autres. Mais on se retrouve aussi des fois à visiter un appartement qui est écrit déjà
en tant que 2 lots dans le Ouais. règlement de copropriété et qui a été finalement, il y a une cloison qui a été cassée, ça a été ouvert pour une famille et finalement nous, on peut rediviser. Ça arrive très souvent aussi dans les immeubles de centre-ville. Ouais, et ça, baladez-vous, voilà, si vous Mmh. connaissez ce fameux centre-ville, vous baladez, vous voyez une porte qui a été fermée sur une rue ou quelque chose comme ça, je pense que Ouais. ça peut être des petits indicateurs qui disent: «Bon, bah, là, il y a peut-être quelque chose à faire, sur ce bâtiment, Et quoi». votre notaire peut vous renseigner aussi sur les coordonnées de la personne, enfin, en tout cas sur l'identité de propriétaire d'un immeuble, quelque chose comme ça. Pensez-y parce que si vous avez des bonnes relations avec votre notaire, ça peut être vraiment aussi un pourvoyeur d'informations. Il va pas vous ramener forcément beaucoup de biens, un notaire, mais c'est pas vrai en fait. Mais par contre, il va pouvoir vous donner des informations parce qu'il a des outils que vous n'avez pas forcément et qui lui sont pour lui. On va essayer de faire un épisode, je vais essayer d'avoir un notaire, je trouve ça Mmh. intéressant. On a eu pas mal de professions de l'immobilier. Voilà, on vient de faire le marchand de biens, on a eu le banquier, le courtier, et cetera. Là, ça serait cool d'avoir un notaire, je pense. Je vais chercher ça Ouais. dans le réseau. Et après, il y a des sujets dont on n'a pas parlé, mais enfin, on l'a évoqué, c'est la partie création de la copropriété. Ouais. Donc ça, c'est un sujet aussi. Voilà, vous pouvez trouver quelques renseignements peut-être sur Internet et autres, ou on pourra essayer de donner quelques infos plus tard. Mais voilà, c'est aussi tout un travail à faire. Faut pas se planter sur les tantièmes, comment on divise l'immeuble, qu'est-ce qui appartient aux parties communes A, aux parties communes B, s'il y en a, des clés de répartition différentes. Faut pas se planter là-dessus. Est-ce qu'on autorise la location meublée en courte durée, la Ouais, c'est colocation, clair. parce que dépendamment à qui on va vendre aussi, à qui on s'adresse, il faut autoriser ou l'un ou l'autre. Si vous voulez vendre à un investisseur et que vous interdisez la location courte durée à l'intérieur, déjà vous enlevez une partie du marché. Donc voilà, tout ça, faut être vigilant. OK. Et, mais j'avais prévu d'écrire un second livre et du coup je pense que il y aura une petite partie marchand de biens. Eh bien, très sur bien. le Et puis sujet. on parlera un peu en off de cette copro, et je rajouterai dans la newsletter un petit paragraphe là-dessus avec quelques éléments. On avait eu Raphaël de Matera, qui est une startup dans les copropriétés, et c'est un sujet qui paraît à la fois un peu sombre et pas très intéressant, mais en fait, il y a énormément de choses à faire et énormément de choses à savoir là-dessus. Ouais. Ouais. Merci beaucoup, Julien. Merci à toi, Jérémy. À bientôt pour un 3e épisode. Ouais, à bientôt tout le monde. Salut. Merci. Ça fait un bail, c'est terminé pour aujourd'hui. C'est toujours plus facile d'avancer sur un projet immobilier quand on peut en parler autour de soi, à des gens qui s'y connaissent. Alors partagez cet épisode au maximum de monde, avec votre entourage, abonnez-vous, faites abonner vos amis et votre famille. Et pour nous soutenir, mettez un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Ça fait un bail est produit par Echoes, un studio de création de podcasts pour les marques. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.